dizaines, des centaines de milliers de personnes dans Bruxelles. Une marche blanche qui s'est vite transformée en une véritable marée humaine, comme on n'en avait pas vu à Bruxelles depuis la Libération. Aujourd'hui, le peuple belge était dans la rue. Unis dans une même émotion, plusieurs centaines de milliers de personnes arborant des fleurs blanches ou tenant des ballons blancs ont défilé sur les grands boulevards. Un peuple digne et solidaire, venu réclamer haut et fort un renouveau des institutions. On s'est attaqué à des enfants et alors bon, ici aujourd'hui on a des fleurs blanches et des ballons blancs pour symboliser justement la pureté et l'innocence bafouée en Belgique. Est-ce que vous attendez un changement particulier après cette Je marche? l'espère qu'après cette manifestation-ci, quand même, ça va faire bouger quelque chose. Actuellement, il y a une très forte différence entre ce que pense le public et ce que nos dirigeants pensent. Et je suis là pour leur rappeler qu'il faut un peu regarder dans le public. Pour les parents, ce témoignage extraordinaire a été ressenti comme un encouragement pour qu'ils poursuivent leur combat jusqu'au bout. Alors Véronique Campion-Vincent, vous, c'est ça qui vous a intéressé, hein? J'ai commencé à m'intéresser à l'affaire Dutroux parce que j'ai vu se naître et se développer en Belgique, mais aussi en France, l'idée que cette affaire ne pouvait pas être liée à l'incompétence des autorités et qu'elle était sûrement liée à un complot des élites pédophiles qui avaient couvert ou organisé des crimes. J'ai vu, par exemple, une certaine croyance, enfin un certain crédit, accordé à une personne qui avait été écartée par les autorités judiciaires, celle qu'on a appelée le témoin X1, qui s'appelait Regina Louf, qui a fait des livres, où elle expliquait que dans des grands parcs, les élites poursuivaient avec des flèches les enfants qui avaient été enlevés. On a dit qu'il y avait des cassettes aussi qui circulaient. Des cassettes, il y avait le roi des Belges. Il y avait Baudouin, Albert. Un imaginaire qui a explosé et qui ressemblait beaucoup aux anciennes affaires de sorcellerie. Oui. Mais ce qui m'a frappé, c'est que je rencontrais des gens, des Belges, surtout, qui disaient, des gens très raisonnables, qui disaient, mais c'est absolument vrai, parce que c'est pas possible autrement. Et je pense que là, je ne vais pas être très populaire dans cet auditoire, mais je vais dire que je pense qu'on peut peut-être revenir un peu dans qu'est-ce qui fait un serial killer comme ça. C'est peut-être aussi le sentiment d'impunité qu'il a quand, après avoir été arrêté 2 ou 3 fois, dans le cas de Fourniret, avoir été condamné à 5 ans, puis libéré au bout de 3 ans de prison et effacé du casier judiciaire, avec une correspondance qui n'est pas surveillée, épouser une femme avec laquelle il a fait un pacte diabolique, évidemment c'est facile, on le sait après, mais voilà. Et puis, 3 ans après il est arrêté, il est traité comme un primo-délinquant. Comment ne pas avoir un sentiment je pense que ça a dû jouer, voilà, dans la construction d'une idée. Vous parliez de défi à la loi, mais la loi, elle ne sait pas. Bon, moi, je ne suis pas pour mettre tout le monde en prison parce qu'il pourrait être dangereux, mais je pense quand même que si on appliquait simplement les règlements qu'on a faits, si on ne mettait pas de la bonne conduite à tout le monde, et Fourniret en prison, il était parfait, ce serait peut-être plus réaliste. Et on aurait peut-être moins si vous voulez, à ce moment-là, on aurait peut-être moins la possibilité que la démagogie se fasse jour. Il faut éviter de tomber dans les fantasmes des peines. Pas de fantasmes. Mais si, moi j'en parle. Des peines qui durent une éternité, des peines qui sont appliquées jusqu'au bout. Il à 5 ans, il sort au bout de 3 ans. Non, pourquoi? Non. C'est des la même peines chose qui avec sont appliquées jusqu'au bout parce qu'on s'imagine que c'est comme ça qu'on va régler tous les problèmes. Mais si vous allez dans une prison, si vous êtes gardien de prison, si vous vivez réellement ce qu'est la détention, vous sauriez qu'on ne peut pas garder les gens jusqu'au bout de leur peine parce que c'est la négation de la peine. Une peine, c'est quelque chose, je suis désolé d'en parler comme ça, mais c'est quelque chose de vivant. Et c'est quelque chose qui accompagne la personne qui est en prison. Donc si vous ne donnez aucun espoir à la personne qui est détenue, vous transformez ces gens-là en désespérés. Et si vous ne donnez même aucun espoir, même là aussi, si je dois être impopulaire, ça m'est égal, si vous transformez des gens qui sont condamnés à perpétuité en des gens qui seront effectivement détenus jusqu'au bout de leur vie, vous les transformez en fauves et vous transformez les prisons en bombes. Voilà. Alors si c'est ce que vous voulez,
Non, mais moi, excusez-moi, monsieur Mégrin, je parle, ces peines auxquelles Dutroux, dans son premier procès, était condamné, ou Fourniret dans son premier round avec la justice, qui était d'ailleurs un second, elles n'étaient pas si énormes que ça. Écoutez, madame, c'est une cour d'assises qui a condamné Fourniret en 1987 à 7 ans d'emprisonnement, dont 2 avec sursis, avec une mise à l'épreuve après. C'est un jury populaire qui l'a fait. Et c'est un jury populaire, d'ailleurs, qui a même dit qu'il n'y avait pas viol, mais qu'il y avait simplement agression sexuelle. On peut regretter tout ça, mais il est sorti 4 mois après. Mais ce jugement, si, il est sorti en octobre. Il avait fait une détention avant. Il avait fait une détention avant. Il est resté 4 ans en détention depuis... Voilà. Peut-être poser, c'est que on ne peut pas savoir casier judiciaire, pas d'histoire. La dangerosité, c'est un problème à évaluer, mais on ne peut pas savoir d'avance que tel criminel qui a commis tel acte va ensuite forcément récidiver et commettre bien pire. Donc on ne peut pas... J'ai l'impression que le fichier des incidents bancaires d'une personne est tenu avec plus de soin que le fichier des mêlés avec la justice. C'est ça que je veux dire. C'est un très populiste. Parce que l'histoire des disparus de Lyon, qui est une histoire emblématique des faillites non seulement de la justice, mais de la police, de la gendarmerie, ce qui revient au même. Bon, dans le cas des disparus de Lyon, ce qui est effrayant, enfin moi ce qui me frappe beaucoup, c'est que les victimes étaient des déficientes mentales dépendant de la DAS. Donc ça n'intéressait personne. Oui. Bon, le gendarme Jambert, qui a fini par se suicider, comme chacun sait, deux balles dans la tête tirées de 2 angles différents, et on a retrouvé sa carabine à 1 mètre de lui, ça n'a pas empêché les experts de conclure au suicide. Bon, dès 1988, et même, je crois, encore auparavant, Jambert avait identifié Émile Louis. Mais comme ces victimes, qui étaient des pauvres filles, sans famille pour la plupart, qui dépendaient de la DAS, ça n'intéressait strictement personne. Et on a mis 10 ans avant d'arrêter, un peu par hasard d'ailleurs, parce qu'il avait commis d'autres sévices sexuels. Et Jambert, on l'a littéralement massacré, d'abord moralement et professionnellement, et ensuite on l'a probablement assassiné, puisque les dernières expertises prouvent que c'est un assassinat. Si on prend l'affaire de Toulouse, on se trouve sensiblement dans le même cas de figure. Bon, ok, il y a un monstre qui est en prison, mais les victimes étaient effectivement des gens pas intéressants pour la morale générale. Mais à partir du moment où elles ne sont pas intéressantes, où c'est des putes, des travelots, des gens qui n'intéressent pas grand monde, tout ce qu'elles disent devient une accumulation de mensonges et de déni. Or, c'est pas complètement ça, la vérité. Et on a vu effectivement un certain nombre de notables s'en sortir admirablement, puisqu'on a même consacré des films à grands frais pour expliquer qu'ils étaient pour rien dans toute cette histoire. Pas sur la même émission de Frédéric Tadei dans Ce soir ou jamais, nous avons un petit passage assez extraordinaire sur l'affaire Dutroux et la grande pédophilie royale de Belge avec Baudouin et Albert. Donc cette dame parle et donne crédit au témoin X Régina Louf qui a écrit des livres qu'il faudrait se procurer vraiment très 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 vite. Donc on voit que donc elle donne du crédit à l'histoire justement où il y avait des chasses à l'arbalète d'enfants, etc. Au moins on en parle. En fait, donc c'est vrai que c'est assez extraordinaire, mais ce qui est le plus choquant, c'est que c'est Serge Portelli qui avait fait un pamphlet assez virulent contre Sarkozy avant les élections présidentielles, qui parle de donner de l'espoir aux détenus par rapport par exemple aux pédophiles. Et en fin de compte, on remarque que
les pédophiles ou les voleurs de sacs à main, c'est pareil. Donc si un gars, il prend des mineurs, des enfants de 3 ans, il les viole, et un gars qui a volé un sac à main, un scooter, ou qui a détourné l'argent de je ne sais quelle entreprise pour les impôts, donc c'est pareil. Donc nous sommes ici exactement dans le Kali Yuga et la matérialisation de l'esprit. Donc l'âme humaine, elle est identique à un sac à main. Voilà. On voit là la preuve. Donc il parle de la difficulté de maintenir en détention des gens à perpète parce qu'ils deviennent fous. C'est pas mon problème, cher Serge Portelli. C'est le dernier de mes soucis. Moi j'exige de la justice. On n'a pas demandé aux parents l'autorisation de violer leurs enfants. Je vois pas pourquoi on leur expliquerait maintenant que ce violeur, on peut pas le garder longtemps en prison parce qu'il est méchant. Mais on le sait qu'il est méchant puisque c'est un violeur. Réfléchis un petit peu. C'est pas possible. C'est ridicule. C'est quoi ce raisonnement? Et bien sûr, on ne peut pas parler de ça sans parler de la peine de mort qui, grâce à elle, grâce à Badinter, que Rudinetsko là, qui adore citer, elle nous a parlé que ça fait 4 heures qu'elle nous parle des nazis. Je sais pas si vous avez vu l'émission, mais pour elle le crime le plus, elle parle que des nazis. Ça a d'ailleurs gonflé Serge Portelli et Thierry Lévy parce qu'elle était complètement à côté de la plaque. Mais bon, elle a merci Badinter et Mitterrand, hein, la franc-maçonnerie internationaliste. Donc grâce à la peine de mort, nous avons des criminels dans nos rues. Voilà, des criminels, des violeurs récidivistes. C'est superbe. Et quand Serge Portelli dit que c'est la cour d'assises qui a appliqué la loi par un jury populaire, non. La cour d'assises, elle applique une loi qui a été votée par des magistrats ou des députés corrompus, totalement impliqués dans ces affaires de pédophilie, qui minimisent et c'est connu pour les viols, c'est de moins en moins pénalisé. C'est évident. Et donc c'est faux, c'est faux ce que vous donnez, c'est faux ce que vous dites. Le peuple, il va pas créer une punition et un verdict, il va le donner par rapport à ce qui est prescrit par la loi. Et qui a fait cette loi? Ce n'est pas le peuple. Non, Lisbonne, c'est pas le peuple, monsieur Portelli. Le traité de Lisbonne, de Maastricht, ce n'est pas le peuple, c'est les banquiers. D'accord? Donc il faut arrêter de nous bassiner, de nous dire des bêtises. C'est pas bien. Puis nous avons la dame là dont j'ai oublié le nom, qui nous explique que c'est tout à fait juste que un incident bancaire et le cahier des incidents bancaires d'un être humain, d'un citoyen, est tenu avec plus de soin que son casier judiciaire. Puisque Fourniret n'avait plus de casier judiciaire, il a récidivé sans rien, etc. Donc c'est exactement ce dont on parlait. Nous sommes dans la matérialisation de tout. Puis Portelli nous repart sur un discours tout à fait stupide sur l'emprisonnement des gens. Donc il fait aucune différence, absolument aucune, entre... Je n'irai pas à lui souhaiter qu'on lui viole ses enfants ou ses petits-enfants, mais je pense pas qu'il, s'il se mettait à la place des parents des victimes, je ne pense pas qu'il aurait le même comportement. Ou peut-être, allez savoir, je ne sais pas. Donc tout de suite après, il y a la petite vidéo sur Émile Louis et Toulouse. Là, c'est le réalisateur producteur Boissé qui en parle. Et il nous explique que pourquoi Émile Louis a pu pendant 20 ans violer tout le monde, toutes les détraqués, les handicapés mentaux, toutes les retardés mentaux de Lyon, parce que c'était des filles débiles en fait, et que tout le monde s'en foutait. Est-ce que vous trouvez que c'est un argument? Enfin, est-ce que vous trouvez que c'est un argument? C'est n'importe quoi. J'ai ma fille, elle est handicapée. Certes, bon, il n'y a pas eu de famille qui a porté plainte, mais s'il y a une enquête, il y a un dossier, il y a une ouverture donc de procédure par le procureur,
l'aspect débile mental ou pas des victimes ne rentre pas du tout en considération. Ce qui rentre en considération, c'est le crime. C'est complètement débile. Puis il compare ça à l'affaire de Toulouse, donc où il parle. Donc il nous explique quand même qu'il y a un gendarme qui a été tué avec 2 balles, hein, un gendarme assassiné. Donc on a tué un gendarme, selon ce monsieur, parce que les filles elles étaient débiles, mentales. Donc il n'y a pas de complot, il n'y a pas de gens au-dessus qui le surveillaient, qui voyaient jusqu'où allait l'enquête. Et quand ils ont vu qu'il était allé assez loin, ils l'ont tué de 2 balles dans la tête. Et après, ils ont amené un expert, toujours de la même équipe, qui a dit que c'était un suicide. Voilà. Donc, et ça, pour lui, c'est pas très très. Allez plus loin, allez plus loin. Allez-y, on y va. Foncez, allez, on y va. Allez plus loin dans le raisonnement. Ne stoppez pas en plein milieu, c'est insupportable. Donc, et pour Toulouse, c'est pareil, parce que c'est des travelots des prostituées, moralement inintéressants, l'enquête est bâclée. Non, je vous explique. Non, je vous explique. Écoutez-moi bien. Parce que est impliqué dans cette affaire l'ex-garde des Sceaux, parce qu'est impliqué dans cette affaire la grande intelligentsia toulousaine, avec le fils du maire pendant 20 ans, le maire qui était Baudis, c'est son père qui était aussi maire de la ville pendant je ne sais combien d'années, plus le magistrat, le procureur, la raclure qui se trimballait avec Patrice Allègre, plus toute la fine équipe, cette affaire correspond, c'est monstrueux l'affaire du juge Roche, c'est exactement la même. Ils ont tué un juge, ces gens. Et le gars, il nous dit qu'elle est bâclée parce que c'est des travaux, des prostituées et qu'on les croit pas. Non. On a tué le juge Roche, on a fait disparaître son corps parce que c'est des gens qui détiennent le pouvoir judiciaire politique dans la région et même à Paris, et qu'ils ont le pouvoir de faire ça, cher monsieur. Donc, quand vous faites des recherches, allez jusqu'au bout ou taisez-vous. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de dire des bêtises. C'est embêtant. Et en plus, il y aura toujours des gens pour vous prouver que vous avez tort. Donc c'est pas bien, c'est nul. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que c'est passé jeudi dernier, 27 ou 28 mars 2008 à la télévision. Il existe bien un complot pédophile mondial, des élites dépravées, totalement corrompues, complètement déglinguées, qu'ils ne trouvent rien de mieux que de faire du mal à des enfants innocents. Mais de toute façon, tôt ou tard, ils le paieront. Ça, si c'est pas sur Terre, ça sera un petit peu après. Voilà, donc à vous de juger de ces faits et de vous procurer les livres qu'il faut. À très bientôt.